Bonsoir, merci à tous d'être venus à notre 32e Meetup AWS à Lyon. Du coup, ce soir, on a deux sujets. On a Antoine de Wiz qui va nous faire un retour de terrain sur les mauvaises pratiques de sécurité AWS. Après, on va avoir Mohamed qui va nous faire un retour sur le renforcement de sécurité sur AWS. Donc, il y aura du code, de la démo, voilà, plein de choses intéressantes ce soir. Et le plus important, il y aura des pizzas et des boissons à la fin. Et des goodies. Et des goodies. J'ai oublié les goodies. Voilà. Donc pour les prochains meet-up, pour le moment, on n'a rien dans le pipe. Donc si vous avez des sujets, si vous avez, vous connaissez des gens qui ont des sujets intéressants, ou si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un message ou on en discute après. Comme ça, nous, on cherche les speakers avec les bons sujets pour les prochains talks. Sinon, pour les prochains événements, on a le Summit, la WS Summit qui arrive le 3 avril. Ok. C'est le 3, mercredi 3. Mercredi 3, donc voilà, ce serait intéressant. Moi, nous, on y sera. Donc, vous pourrez nous retrouver dans le boot des AWS User Group. Voilà, généralement, c'est un bon coin avec un talk qui sera intéressant de Mohamed. Non, c'est pas sûr encore. Ah non, on va faire un talk, Mohamed. Voilà, et vous avez le lien des events AWS pour les différents events qui sont organisés directement par AWS. Vous avez, je pense, tous le Slack AWS User France. Donc, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez trouver le lien directement sur Lyon AWS ou quand vous allez sur le Meetup, vous allez aussi le trouver. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez trouver toute la communauté française si vous avez des questions, des sujets. Voilà, c'est le bon endroit pour en parler. Du coup, je laisse la parole à Antoine qui va présenter le premier sujet. Merci. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter ce soir les mauvaises pratiques de sécurité sur les environnements AWS selon ce que Wiz a scanné sur les différents environnements de nos clients. Alors, déjà, qui je suis? Je m'appelle Antoine Yeramian, je suis solution ingénieur chez Wiz depuis un peu plus de 2 ans. Et précédemment à Wiz, je travaillais chez AWS en tant que solution architect généraliste, mais avec une appétence particulière pour la sécurité. Et puis, qui est Wiz? Wiz est une solution, aussi une entreprise qui a un peu moins de 4 ans, donc qui est très jeune, mais qui a développé une solution de sécurité cloud pour sécuriser les environnements AWS, mais aussi d'autres cloud providers. Et comment ça fonctionne? Voilà, on se connecte avec un compte de service, un rôle sur les environnements cloud et on va les scanner. Ça va nous permettre de donner une image claire de ce qui se passe, tant au niveau, comme la médecine préventive, vous dire exactement ce qu'il faut corriger pour améliorer votre posture de sécurité, mais aussi au niveau de la détection des tentatives d'attaque, ou de comportements anormaux. Donc, Wiz, vous l'aurez compris, c'est une solution pour tous les clouds. Et lorsqu'on se connecte sur n'importe quel cloud provider, on va ressortir des vulnérabilités, des malwares, des problèmes d'identité de permission, peut-être des clés SSH, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on trouve chez tous les cloud providers. Mais ce que j'ai le focus pour aujourd'hui, c'est vraiment des choses spécifiques pour AWS, soit des éléments anecdotiques de mon expérience depuis un peu plus de 2 ans désormais chez Wiz, en scannant différents environnements à clients, que ce soit des gros comptes comme des startups, mais aussi avec de la data derrière. Je sais que tout le monde qui travaille sur Amazon aime bien la data, et donc on a aussi de la data par rapport à la fréquence de ces problématiques qu'on trouve chez clients.
La première, il y en a 4. Donc la première, c'est celle peut-être sur laquelle je passerai un peu plus de temps. Alors déjà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions durant toute la présentation. Et puis sinon, à la fin, voilà, il y aura aussi un peu de temps pour les questions. Et je ferai une petite démo aussi de la solution de Wiz pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Donc je vais parler des clés, des IAM Access Keys. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des environnements cloud qu'on scanne, on trouve des IAM Access Keys en clear text sur des ressources, sur des SE2, sur des lambda, sur des containers. Au niveau du chiffre, on a un chiffre là-dessus, c'est 74%. 74% des environnements qu'on scanne ont au moins une clé, voire parfois plusieurs, qui mènent à des mouvements latéraux. Parfois c'est un mouvement latéral bénin, parfois c'est un mouvement latéral à risque très élevé. Et donc, typiquement, ça va être parfois voilà, des ressources qui sont exposées à Internet, qui ont X, Y, Z comme problème, qui peuvent avoir une vulnérabilité, qui peuvent avoir un autre type de problème de mauvaise configuration, etc. Mais qui, en plus de ça, vont avoir des cloud keys qui vont permettre un mouvement latéral vers des machines, un mouvement latéral vers un environnement, un mouvement latéral vers une identité avec des permissions. Là, en l'occurrence, on le voit, c'est une clé qui est détectée, qui est associée, donc Wiz détecte que cette clé est associée à tel utilisateur, et tel utilisateur a les permissions IAM étoile et étoile, donc administrateur sur AWS. Et donc, un attaquant qui prendrait potentiellement la main sur cette ressource pourrait trouver cette clé sur cette ressource et avoir les possibilités de faire d'avoir des droits admin sur l'environnement cloud. Et alors, déjà, avant peut-être d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez avoir un niveau intermédiaire avancé sur AWS et les autres, si vous avez un niveau plus peut-être débutant, j'imagine? Ouais, ok. Donc, je vais essayer de raconter l'histoire un peu des Access Keys. Pendant très longtemps, chez AWS, créer des Access Keys n'était pas problématique. On le faisait tout le temps parce qu'on avait 7 millions d'interfaces. Jusqu'à encore récemment, il y a 2 ans, on avait 7 millions d'interfaces où tout logiquement, on se disait, ben oui, je crée mon utilisateur et puis oui, tout naturellement, je vais lancer des appels API en commande où je vais utiliser ma clé pour faire du SDK, etc. Et donc tout naturellement, oui, je veux créer une clé. Mais ça a changé, et vous avez dû le remarquer, ça a changé depuis un bon moment. C'est plus aussi direct parce que quand vous créez désormais un utilisateur sur AWS, déjà, vous n'avez pas la possibilité ou ce n'est pas aussi clair que vous pouvez créer une clé tout de suite. Il faut spécifiquement aller créer la clé. Donc vous créez l'utilisateur et puis après vous avez un environnement, un endroit pour aller créer la clé. Et puis, donc voilà, vous avez un endroit où vous allez créer sa clé. Et puis tout de suite, AWS vous dit best practices, access keys, best practices et alternatives. Donc tout de suite, c'est voilà, un autre état d'esprit. On s'est rendu compte que c'est un vrai problème. Les access keys, c'est un identifiant avec un secret qui permet un accès illimité dans le temps. Donc c'est vraiment un composant à risque sur les environnements et il doit être utilisé vraiment de manière minimale plutôt que de se dire voilà, on va l'utiliser tout le temps parce que voilà, je me connecte, je fais ça, etc. Et donc maintenant sur AWS, si vous allez avoir plusieurs schémas, plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin de ces access keys. Et à chaque fois que vous cliquez sur chacun, AWS va vous générer des recommandations en bas pour vous dire attendez, est-ce que vous avez vraiment besoin de la clé? Il y a d'autres moyens de faire pour chacune de ces raisons-là. Donc c'est vraiment AWS qui pousse pour ne plus utiliser ces clés parce que c'est quelque chose, c'est un fléau. Les clés, ça permet de faire des mouvements latéraux très très vastes parce que c'est une clé, ça va être associé à un rôle, à un utilisateur, parfois avec des droits très larges. Donc c'est vraiment les secrets. Donc par secret, j'entends clés, clés privées SSH, database connection string, les clés d'API, etc.
les clés user key IAM sont vraiment les clés, les secrets les plus dangereux qu'il peut y avoir sur le cloud, parce que ça peut vous permettre des mouvements, ça peut vous donner accès à tout un pan de votre environnement cloud. Et à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas l'habitude? Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc l'ID de la clé, et puis la partie secret. Alors, vous pouvez prendre des photos si vous voulez et vous la tester, mais ça ne va pas marcher. C'est voilà, une clé inventée, bien entendu. Et donc, pourquoi c'est en train d'arriver? Pourquoi on en trouve autant des clés sur les environnements cloud? Est-ce que les gens sont bêtes? Est-ce qu'ils utilisent leurs clés? Ben non, moi je le fais jamais parce que c'est moi voilà, j'ai ma machine, j'ai mon code, tout est propre, je n'utilise pas les clés à gauche et à travers. Mais en fait, il y a un truc qui se passe, et je ne sais pas si vous le savez, et moi j'avais l'habitude quand j'étais chez AWS de le faire aussi par paresse. Je savais que ça se passait, mais je le faisais quand même par paresse. Voilà ce qui se passe, et voilà pourquoi. Alors ça c'est mon explication de pourquoi on trouve aussi souvent, euh, mais je pense que c'est la bonne. Après, voilà, on peut en débattre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis sur ma machine, j'ai ma clé, et je fais un AWS configure, je mets ma key ID et ma secret access key, et puis je lance ma commande, voilà, je suis content, je me déconnecte de la machine, tout est très bien. Ok? Le problème, c'est que le fonctionnement d'AWS fait que si je fais un ls, le signe tilde slash .aws, je vais trouver deux fichiers, config et credentials. Et si je fais un while sur le credentials, qu'est-ce que je trouve? Je trouve my user key et mon secret key en clear text. Chose que les attaquants vont voir tout de suite dès qu'ils se connectent sur une machine. Ils vont tout de suite voir les slash. C'est un standard, c'est documenté, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est connu. Il suffit juste de mettre AWS configure, de mettre sa user key et elle se sauvegarde en local. L'avantage derrière, c'est que si vous vous reconnectez, vous le relancez, ben, le système connaît votre secret. C'est un peu comme on fait sur Chrome. Quand Chrome vous sauvegarde le mot de passe, la grosse différence, c'est que là, c'est sauvegardé en clear text sur la machine. Et si un attaquant a accès à cette machine, il a tout de suite accès à la clé et user key. Donc ça, c'est un problème qui est très grave. 3/4 des entreprises qu'on scanne, et il y a parmi ces entreprises des entreprises qui sont très avancées sur AWS, on retrouve cela sur leur environnement avec un mouvement latéral. Voilà, parfois c'est un mouvement latéral vers des droits admin, parfois c'est un mouvement latéral avec moins de droits, mais 3/4 des entreprises qu'on scanne, on se retrouve avec des clés AWS permettant ce mouvement latéral. Les recommandations, vous pourrez en trouver plus sur AWS, mais globalement, il y en a 3. Si vous voulez lancer des commandes, lignes de commande AWS, ce que j'ai fait pour lister mes buckets S3 tout à l'heure, vous pouvez le faire très simplement en lançant le Cloud Shell. Alors AWS était en retard sur le Cloud Shell par rapport aux autres cloud providers, mais voilà, ça y est, on l'a depuis un peu plus de 2 ans peut-être, et puis vous pouvez lancer toutes les commandes que vous souhaitez depuis Cloud Shell. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Cloud Shell. Cloud Shell, alors, c'est quand vous allez sur la console d'AWS, donc le site d'AWS, vous êtes authentifié, vous allez avoir une petite icône en haut où, en cliquant dessus, c'est un invité de ligne de commande en format web intégré à la console. Donc, il suffit de cliquer dessus. Le système va reconnaître qui vous êtes, va vous connecter, mais sans utiliser votre clé ou quoi que ce soit. Et donc, vous aurez un invité de ligne de commande que vous pourrez utiliser comme si vous étiez connecté à une machine et que vous lancez des commandes AWS CLI. L'AWS CLI fait partie déjà du Cloud Shell, et donc vous pouvez lancer tous vos appels API depuis Cloud Shell. Donc rien à installer, ça se lance tout seul et c'est très pratique. Alors, si vous voulez quand même vous connecter à une instance EC2 et lancer des commandes depuis cette instance, la forte recommandation va être de le faire avec du SSO. Il y a du SSO en mode ligne de commande
voilà, ça se configure, c'est quelque chose qu'on... à la- vers la fin, je me rappelle quand j'étais encore chez AWS, on mettait ça en place et ça va vous ouvrir un autre navigateur. Donc en gros, vous authentifiez, ça va vous ouvrir un autre navigateur pour faire l'appel à l'identifiant, à l'IDP, et puis après ça vous remet vers en mode de ligne de commande. Ça ne répond pas à 100% des use cases, il y a des use cases voilà, qui peuvent être problématiques, mais globalement, voilà, ça c'est une solution si jamais vous voulez vraiment utiliser donc AWS Configure depuis des machines, des instances virtuelles. Même aussi sur son local, pas que sur les SSD. Oui, oui, aussi en local, bien entendu, vous avez du SSO que vous pouvez faire en local. Et évidemment, en local, aussi, quand on se connecte en AWS Click, on a installé l'invité de ligne de commande AWS sur son laptop, bah, évidemment, la clé se retrouve sur votre laptop. Donc si vous cherchez dans vos Windows et Linux, vous allez retrouver la clé et les archives et les secrets. Et puis, il y a d'autres use cases où on a besoin de la clé pour d'autres choses. Parfois, il y a des gens qui vont utiliser ces clés dans leur code applicatif. Là, c'est moche, on n'utilise pas les secrets dans son code applicatif. Et typiquement, quand on utilise des apps, alors il y a voilà, aussi des corner cases, mais quand on utilise des apps sur des ressources AWS, ben on va associer des rôles, c'est la meilleure pratique, c'est la best practice, on va associer des rôles aux ressources AWS, et comme ça, les applications qui sont dessus vont profiter de ces rôles, vont avoir des credentials temporaires pour effectuer l'action qu'ils ont besoin d'effectuer. Ils n'ont pas besoin d'avoir la clé, la user key et le secret key. Donc voilà en gros les trois recommandations. Si vous regardez sur AWS, il vous en donnera encore d'autres, mais en gros c'est les trois recommandations principales. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette première partie. Ouais. La partie authentification, moi je connais rien en fait. Ok, non. La partie authentification, c'est basé sur des mécanismes, des protocoles déjà existants chez AWS, ou c'est des choses qu'ils ont spécialement designées, développées pour... Non, ça en l'occurrence c'est quelque chose de spécifique à AWS. En fait, pour le stade où je montrais, le tout premier slide ici qu'on voit, on n'a pas besoin vraiment de la clé. On peut s'authentifier sur la console sans la clé. La clé est vraiment pour les accès programmatiques. Elle peut être utilisée pour les accès programmatiques, c'est pas obligatoire, mais elle peut être utilisée pour les accès programmatiques, et elle peut être utilisée pour lancer des appels en ligne de commande aussi, des commandes, etc. Ils n'ont pas recréé une sorte de protocole Alors derrière, j'en sais pas plus, mais non, c'est quelque chose propre à AWS, le fonctionnement derrière des clés, c'est quelque chose propre à AWS. C'est pas c'est pas un standard de protocole. Alors j'espère que le petit, le petit résumé explique en partie voilà, à quoi ça sert, etc. Oui. Pour du Terraform, on est toujours obligé d'utiliser les clés. Ou il y a une autre solution. Non. Tu peux faire de l'UDC par Ouais. Il y a plusieurs mécanismes à faire et voilà. Et au pire, vraiment, si on veut utiliser des clés, ben, on va passer par un secrets manager qui fait que voilà, on va interagir. Mais il y a plusieurs mécanismes. Okay. Il y a la possibilité d'utiliser, même si vous utilisez des choses tierces qui ne sont même pas sur AWS, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un role anywhere. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu plus avancé, où on va s'authentifier avec un certificat, donc authentification par certificat, et puis AWS va le comprendre et va vous permettre d'utiliser un rôle par la suite. Donc c'est... On peut faire la fédération aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc au final, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs méthodes de faire, avec plusieurs... ouais, il y a plusieurs méthodes de faire. C'est pour répondre à la question sur le protocole propriétaire d'autant. Oui, oui. Et le deuxième sujet, c'est l'exposition des ressources à travers IAM. Alors vous verrez, dans ma présentation, il y a pas mal d'IAM, parce que voilà, c'est AWS, et c'est très large, c'est parfois difficile à maîtriser, et ça, comme c'est difficile à maîtriser, ben, on peut faire plein de bêtises un peu de différentes manières. Et là, j'ai pas un chiffre à vous donner, mais j'ai peut-être fait 30 à 35 POC POV, une majeure partie d'entre eux sur AWS pour l'instant, et quasiment tous exposent des ressources à travers IAM. Et vous allez voir comment. Alors, c'est beaucoup, mais oui, c'est très 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 fréquent. Là,
on a une ressource, c'est quoi? C'est une clé KMS, une clé de chiffrement, qui, à travers des mauvaises permissions, est accessible depuis Internet avec des droits read, write et manage. Donc, une clé de chiffrement qui peut-être est utilisée pour chiffrer des bases de données ou d'autres choses, elle est accessible avec des permissions read, write. Donc une personne vraiment malveillante peut supprimer la clé. Là, bonne chance, voilà, peut-être avec les backups, s'il y a des backups, etc. Et s'il y a ça. Ça, c'est un slide que c'est une copie que j'ai pris chez un client qui est très avancé sur AWS. Ils avaient ce genre de problématique qui apparaissait. Alors, vous allez comprendre comment ça peut apparaître. Alors là, aussi, petit résumé IAM. IAM Policy, pardon. C'est les politiques qu'on va associer à des utilisateurs à des rôles pour leur donner des permissions. Il y a différents champs. Il y a des champs statement, effect, action. Quelles sont les listes d'actions qu'on veut permettre, quelles sont les ressources qu'on veut permettre. Et puis un exemple, voilà, une policy où on va effect allow, les actions, c'est quelques actions DynamoDB, et puis ressources, c'est étoile, donc sur tout type de ressources de DynamoDB, peu importe la table, partout, on va donner cette policy, et donc c'est tout simplement, on va permettre quelques actions spécifiques DynamoDB. Alors il y a un champ qui est principal, qui est optionnel, mais qui est important pour le cas que je vais expliquer aujourd'hui. Le principal, c'est qui? C'est la question qui. Et en fait, je vais vous proposer d'aller un peu plus loin avec moi, pour essayer de comprendre un concept encore. Chez AWS, il y a deux types, ou même plus, mais pour résumer, des policies, les identity-based policies, où on a un utilisateur ou un rôle, parce qu'on considère que chez AWS, un rôle peut être un principal, est considéré comme un principal, ou un groupe d'utilisateurs, on leur associe des permissions. Ça, c'est quelque chose de très logique. Voilà un utilisateur, on lui donne une liste de permissions, et puis selon les listes de permissions qu'il a, il pourra aller faire les choses qu'il peut faire. Quand on donne ce genre de permissions, ce genre d'identity-based policies, on n'utilise pas le principal, on n'utilise pas le champ principal, parce que c'est sous-entendu que c'est lui l'utilisateur, on a associé la policy à cet utilisateur, donc on sait qui est le principal, il n'y aura pas d'autre principal, c'est vraiment lui et personne d'autre, ou ça peut être le rôle, bien sûr. Et là, Manage Policies, Inline Policies, Manage Policies, c'est les policies managées d'AWS, donc ceux qui sont construits par AWS, et Inline Policies, c'est les policies que vous allez construire vous-même. Voilà. Et puis il y a d'autres types de policies, des Resource-Based Policies. Et les Resource-Based Policies, ça s'applique sur une quinzaine de services chez AWS. C'est vraiment un cas particulier. Donc il y a les secrets, il y a les KMS, il y a DynamoDB, il y a Lambda, il y a S3, etc. Et la politique de sécurité, au lieu de la mettre sur l'utilisateur, on va la mettre sur la ressource. Et on peut avoir les deux. Donc on peut avoir un utilisateur qui a une permission pour accéder à des buckets, et sur les buckets, on a des resource policies, peut-être qui vont être plus contraignantes et qui vont bloquer la politique qui a été mise au niveau identifiant. Oui, donc IAM c'est compliqué, et c'est bien plus compliqué que ce que je vous montre là, il y a beaucoup plus de choses sur IAM, mais déjà, ça apporte une complication. Alors, il y a des avantages par moment à utiliser les resource-based policies, mais voilà, ça apporte une complication. Et c'est là-dessus, c'est avec les resource-based policies que les entreprises font des erreurs. Donc, ils mettent des resource-based policies, mais ils n'arrivent pas à bien limiter qui a accès à... Et je vais vous montrer pourquoi, en fait. Et là aussi, c'est ma propre interprétation. Donc, si c'est deux exemples, et au niveau du principal, j'ai AWS et sur l'une, et puis étoile sur l'autre. Est-ce que quelqu'un peut deviner, ou quelqu'un sait peut-être quelle est la différence entre AWS étoile et étoile? Alors, AWS étoile, c'est tous ceux qui sont identifiés sur AWS. Étoile, c'est vraiment tout le monde, c'est accès anonyme. Le problème, c'est qu'on trouve souvent ça
chez les clients. Et ma propre analyse du pourquoi, c'est que les gens pensent qu'en mettant étoile, ils permettent à tous les gens de leur propre compte cloud d'accéder. Et ils ne pensent pas que étoile, ça permet un accès au globe entier. Et voilà, c'est dans la très grande majorité des cas, c'est ça sur lequel on tombe. Juste une question. Oui. Si le étoile est si mauvais que ça, pourquoi est-ce que c'est alors possible? Pardon? Pourquoi est-ce que ça marche dans l'étoile? C'est-à-dire, si l'étoile donne un tel accès public, pourquoi est-ce qu'il est alors possible de le mettre? Pourquoi est-ce qu'il existe? C'est AWS qui donne cette possibilité. Parfois, on veut faire un bucket, on veut le donner un accès à tout le monde, et donc on va lui mettre une policy, et puis pourquoi pas lui donner un accès étoile. Un website, par exemple. Un site, ça peut exister. C'est un gros risque, ça existe. Et puis sur AWS, voilà, dans la documentation, si vous allez, tout est clair. En fait, c'est indiqué clairement que si vous utilisez étoile, c'est principale étoile, ça permet à, même si vous n'êtes pas au sein d'AWS, donc si accès anonyme sur Internet, n'importe qui peut y accéder. Et si c'est étoile, c'est quand même n'importe qui aussi, mais il faut être authentifié chez AWS. Mais en fait, le résultat final, c'est la même chose, parce que même si pour un attaquant peut s'authentifier sur n'importe quel attaquant peut s'authentifier sur AWS, et derrière il va avoir la permission AWS étoile. Et c'est ce que le dit aussi AWS, mais il dit important, le niveau de sécurité de ces deux méthodes est équivalent, parce que ça veut dire que n'importe qui sur Internet, soit sans accès à AWS, soit il peut créer un compte AWS, et puis il aura cette possibilité d'accéder. Donc, niveau sécurité, les deux sont très mauvaises, et évidemment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas utiliser ni étoile ni AWS étoile dans 99,99% des cas. Et il faut vraiment spécifier quel est le compte qui a accès. Donc c'est quelque chose dans lequel un très très grand nombre d'entreprises tombent. Voilà. J'arrive toujours pas à voir les 0,01% des cas où c'est utile. C'est, par exemple, c'est les buckets qu'on veut rendre accessibles depuis Internet. On veut rendre, par exemple, les buckets accessibles depuis Internet. C'est un cas où on va faire étoile. Qui est classique d'ailleurs. Qui est classique, c'est un cas, voilà, on veut rendre. Des images aussi dans les portails, c'est vrai que tu veux mettre public. Oui, tout ce qui est dans les buckets, etc. Et puis il peut y avoir d'autres besoins, mais c'est vrai que pour des clés de chiffrement, des DynamoDB, tout ça, on peut se demander pourquoi AWS a donné cette possibilité. Il aurait mieux fallu déjà, ils ont donné cette possibilité pour une quinzaine de services. Au limite, ils auraient pu la mettre uniquement pour S3 et pour peut-être des services plus récents. Qu'ils ont voulu laisser un cas de gestion IAM complètement global. Ouais, plus de possibilités, mais bon, ça permet de tomber dans des pièges de ce style. Je pense aussi une des différences qu'on peut avoir après coup, c'est qu'avec le AWS étoile, on peut retrouver dans les logs CloudTrail qui a fait ça, enfin c'est quelqu'un que ça vient. Donc bon, si c'est un truc grave, tu remontes à AWS et tout, peut identifier le compte et puis arriver à identifier la personne si c'est vraiment grave. Oui, étoile, ça ne permet pas d'identifier. Ça ne permet pas d'avoir l'information d'un CloudTrail. C'est n'importe qui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la deuxième partie? C'est que, faut oublier qu'AWS, c'est une boîte à outils qui te permet de faire beaucoup de choses, mais c'est à toi de bien l'utiliser. Tout est documenté, il faut juste, voilà. Il faut savoir lire. Parfois, c'est vraiment complexe. Même chez nous, on discute et tout ça, et parfois, ça peut être vraiment complexe. Et incompréhensible pour des gens, parce que c'est, voilà. Et le problème, c'est que AWS, c'est une boîte qui a 15 ans, et puis ils ont accumulé des choses, et puis des choses même des choses qui existaient il y a 10 ans, qui ne sont plus utilisées, elles continuent à exister, et donc ça crée des choses qui font que, voilà, on peut faire des problèmes de différentes manières. Alors, IAM Passrole, là c'est peut-être un niveau légèrement au-dessus, peut-être niveau 300. Je vais vous expliquer ce que c'est IAM Passrole. Donc c'est mon troisième cas, et le quatrième, ça sera très rapide. IAM Passrole, là, on a un cas de problème où
quelque chose qui est exposé à Internet a un rôle qui est associé. Donc là, en l'occurrence, c'est une ressource EC2. Et puis ce rôle-là, il a une permission qui s'appelle IAM pass role. Parmi les différentes permissions qu'il a, on a vu tout à l'heure des permissions DynamoDB, si vous vous rappelez. Lui, ce rôle-là, il va avoir parmi ses permissions une permission qui s'appelle IAM pass role et qui va lui permettre d'offrir pour les attaquants une escalation de privilèges. Donc, des droits simples, depuis des droits simples, aller à des droits plus étendus, plus forts pour l'attaquant. Et donc, on voit ici que l'explication que l'attaquant pourra, s'il a accès à ce rôle, donc s'il prend la main sur cette machine, il pourra bénéficier de ce rôle qui lui donne la possibilité de créer des machines, parce qu'il a la permission de run instance, et puis, avec ces machines-là, de leur mettre des rôles qui sont plus gros, plus forts, peut-être administrateurs. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, déjà, la base, c'est que quand on crée des services sur AWS, on leur passe un rôle IAM, c'est la norme, c'est très fréquent. Quand on crée une machine, par exemple EC2, on lui passe un rôle, sinon la machine elle ne peut pas faire des actions à droite à gauche. Quand on crée une lambda, on lui passe un rôle. Par exemple, si on veut que la lambda puisse lire dans une base de données, on lui passe le rôle avec les permissions qui lui permettent de lire dans une base de données. C'est vraiment le mode de fonctionnement standard chez AWS, c'est même une recommandation. Maintenant, il y a un utilisateur qui crée sa lambda, disons. Disons qu'on a donné la permission à l'utilisateur de créer cette lambda. Mais l'utilisateur, ça ne lui suffit pas de créer la lambda. Parce que comme on a vu, il veut que la lambda puisse se connecter à la base de données. Donc il faut lui donner la permission de passer un rôle à la lambda. D'où le nom de IAM pass role. Ça veut dire qu'on donne la permission à l'utilisateur de passer un rôle à ce qu'il va créer. Est-ce que vous me suivez? Ok, donc je vais vous expliquer avec un petit schéma. Donc en fait, l'utilisateur, on va lui donner une policy. Dans cette policy, il a peut-être les permissions DynamoDB, machin, il a peut-être les permissions lambda. Mais en plus de cela, on va lui donner la permission IAM pass role, ce qui fait que quand il crée la lambda, il va pouvoir lui associer un rôle à cette lambda. Jusqu'à maintenant, tout est clair, c'est un fonctionnement standard, c'est très très standard. C'est quelque chose peut-être que si vous êtes admin, vous n'avez peut-être pas vu parce que vous l'avez déjà, vous pouvez tout faire quand on est en admin, mais si vous donnez des rôles ou des permissions, pardon, comme data analyst sur AWS, etc., le data analyst, il a des permissions pour créer des choses sur différents services de data, et il a la permission de IAM pass role pour rajouter des rôles pour ces services-là, spécifiquement pour ces services-là. Quel est le problème? Le problème, et là aussi tous les textes que je vous ai pris, c'est de la documentation AWS. Le problème, c'est que si on donne cette possibilité, IAM pass role, à un utilisateur qui originellement n'a pas des droits élevés. Donc, un utilisateur qui a des droits très limités, si on lui donne IAM pass role tout court, ça veut dire qu'il peut passer n'importe quel rôle à la ressource. Si on lui met juste IAM pass role, ça veut dire qu'il peut associer n'importe quel rôle, notamment le rôle admin, à la ressource qu'il crée. Et donc, un utilisateur qui avait des droits très limités, peut-être juste de créer des instances EC2 ou des fonctions lambda, il pourra associer un rôle administrateur à ce service, et derrière profiter de ce rôle pour faire des choses. Alors évidemment, l'attaquant aussi, s'il rencontre ce problème, il va faire ce mouvement latéral vers des droits d'admin, parce qu'il y a un rôle qui est admin qu'il peut utiliser. Et donc, voilà, l'utilisateur qui a des permissions très limitées, mais il a IAM pass role tout court, où il peut non seulement associer des rôles très puissants, mais en plus, il peut peut-être les associer à d'autres services sur AWS. Donc, en fait, ce qu'il faut, la recommandation, c'est limiter IAM pass role. Alors là j'ai un chiffre pour vous. IAM pass role avec un mouvement latéral vers des permissions plus élevées, c'est 64%
des environnements qui sont scannés par Wiz. Donc on a quelques milliers de clients désormais dans le monde. C'est 64% des environnements AWS qui ont un mouvement latéral vers plus de permissions avec IAM Passrole. Et donc, la recommandation, elle est simple, mais bon, il faut la connaître, c'est qu'on va limiter IAM Passrole. Là, par exemple, l'utilisateur, il aura plein de droits sur EC2, on va lui donner IAM Passrole parce que sinon, la machine EC2 qu'il va créer, il ne pourra rien faire avec, il ne pourra rien lui associer. Il y aura un message d'erreur. Alors, si vous n'avez pas IAM Passrole, il y aura un message d'erreur lorsque vous allez associer, vous allez essayer d'associer un rôle. Mais ce IAM Passrole, on va le limiter. On va déjà le limiter à un rôle bien précis, par exemple, à un rôle qui fait une tâche bien précis. Donc, comme ça, il n'aura pas la possibilité de donner plein de rôles différents. Et puis aussi, on va la limiter sur EC2, par exemple. Si l'utilisateur, c'est un power user ou un opérateur de machine virtuelle, ben on va lui limiter ce passrole uniquement sur EC2, quitte à lui donner une autre policy derrière qui aura un autre IAM passrole avec d'autres limitations, etc. Et puis voilà, ça se cumulera par la suite. Voilà, c'est le troisième cas que je voulais vous exposer, qu'on trouve beaucoup aussi. 64% des environnements analysés, scannés par Wiz. Le dernier, c'est passer des permissions élevées à travers Amazon Cognito. Qui ne connaît pas Amazon Cognito? Ok, très bien. Donc, Amazon Cognito est un service essentiel sur AWS. C'est un service qui est très riche en fonctionnalités. Je vais décrire juste la base. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans des vecteurs d'attaque où il y a une mauvaise configuration sur Amazon Cognito qui va permettre à un end-user, à une personne lambda, de profiter d'un service avec des permissions élevées. Et donc, ici, c'est Cognito qui est mal configuré, qui permet d'associer un rôle aux utilisateurs qui se connectent. Donc, Cognito, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est utilisé la majorité des cas pour des utilisateurs externes. Donc, on crée une application, un site internet ou une application mobile. Les gens vont s'authentifier avec Google, Facebook et compagnie. Et ils vont récupérer des permissions que Cognito va leur donner. Et c'est Cognito qui gère l'authentification, etc. Donc il s'assure que tout est correct et tout ça. Et c'est Cognito qui achemine derrière vers où vont aller certains flux. Là, le problème, c'est qu'on est en train de donner 19 permissions. Je n'ai pas double-cliqué dessus, mais si je double-cliquais dessus, j'aurais plein d'étoiles un peu partout. Donc IAM étoile, machin étoile. Donc on est en train de donner des permissions très très larges. En plus de cela, on est en train de donner un pool d'utilisateurs qui est non authentifié. Donc même pour des utilisateurs non authentifiés, on est en train de donner des permissions très larges dont un attaquant pourrait profiter. Alors, qu'est-ce que c'est Cognito? Voilà, c'est ça. On a une app. C'est vraiment un schéma simplifié. Parce que Cognito, comme je vous l'ai dit, c'est très très riche. Il y a maintenant plein de mécanismes, de possibilités différentes de travailler avec. Mais en gros, c'est l'utilisateur qui va vers son app ou vers son site internet, qui va s'authentifier avec son compte Google, Amazon, Facebook, mais aussi possiblement avec la fédération. Donc c'est pas uniquement pour des utilisateurs externes, mais en général c'est le premier usage de Cognito. Et puis Cognito qui va donner un accès temporaire vers le service, là en l'occurrence DynamoDB, pour les API du site à travers cet utilisateur. Donc cet utilisateur pourra lire des données indirectement depuis la base de données ou pourra envoyer, mettre des données, enrichir et ça va enregistrer dans la base de données. Donc si on imagine que l'utilisateur veut remplir un profil, ben, il le fait et le profil qu'il remplit, ben, ça va s'enregistrer dans la base de données à travers les permissions qu'il a pu obtenir. Donc aussi, très normal, le problème c'est de ne pas donner des permissions élevées. Quelles sont les recommandations? La recommandation de base, c'est de suivre le least privilege, c'est vraiment de faire attention et de donner le minimum. Et puis comment on peut faire ça? Il y a deux moyens de faire pour donner vraiment le minimum là-dessus. C'est durant la phase de test de l'application, on a IAM Access Analyzer, mais aussi Wiz, qui peut analyser ce qui est vraiment utilisé. Donc on peut commencer avec des permissions plus larges,
Et puis derrière, IAM Access Analyzer va nous dire voilà vraiment ce qui est utilisé comme permission. Il va donner les listes, les permissions précises qui sont utilisées. Wiz fait la même chose, donc notre solution fait la même chose. Et comme ça, on va pouvoir dire ok, voilà vraiment les permissions que je vais utiliser. C'est quelque chose qu'on ne va pas recommander pour tout sur le cloud, parce que c'est pas général, partout on donne un peu plus de permissions, mais là c'est vraiment un accès externe pour l'utilisateur, là c'est vraiment quelque chose à une forte recommandation à faire, vraiment limiter au maximum les permissions pour ce dont on a besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à les différents cas que j'ai montrés? Très bien, merci. Et donc, bon, dans tout le cas, je resterai là si jamais vous avez des questions. Plus tard, vous pourrez me les poser. Et donc, qu'est-ce que c'est Wiz? Wiz, c'est une société qui a été fondée en 2020, au début du Covid, donc vraiment avec le Covid, qui a eu une très très forte croissance depuis. En fait, c'est l'entreprise avec la plus forte croissance jamais enregistrée dans le monde du software. On a atteint 100 millions de revenus annualisés en 18 mois et désormais on est à 350 millions de revenus annualisés au bout de même pas 4 ans avec une évaluation de 10 milliards. On est dans une catégorie de solutions avec un acronyme un peu sauvage que Gartner a créé qui s'appelle CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. C'est vraiment une nouvelle catégorie de solutions. Et voilà, on est considéré par pas mal comme le leader désormais sur ce secteur-là. Et puis on est partenaire AWS, partenaire global 2022 et puis partenaire IMA of the Year sur 2023. Puis là, Forbes qui est sorti avec la photo d'un de nos fondateurs il y a quelques mois. C'est français? Non, ça a été fondé en Israël, mais le siège est aux États-Unis. On va faire de la sécurité, donc comme je vous l'ai dit, une sorte de médecine préventive en se connectant sur le cloud et vous dire exactement ce qui ne va pas, mais en insistant sur le contexte. Donc vraiment prendre des éléments de différentes choses. Et vous avez vu parmi les graphes que je vous montrais, on montre des contextes, des vecteurs d'attaque potentiellement avec différents problèmes. On va aider aussi toute la partie développement pour qu'on corrige les choses vraiment en amont, en mode shift left. Donc corriger les choses dans le code Terraform, dans du CloudFormation, scanner les images de conteneurs, les images de VM, vraiment avant de déployer en production. Et puis finalement aussi, à côté de la médecine préventive, on détecte des tentatives d'attaque, des comportements anormaux aussi remis dans leur contexte. On supporte les cloud providers principaux, donc AWS, Azure, GCP, Oracle, Alibaba Cloud, etc. Et puis Kubernetes, tout son environnement Kubernetes. Et puis voilà, la spécificité de la solution, c'est vraiment par rapport, si vous connaissez un peu les outils de sécurité AWS, donc GuardDuty, Inspector, AWS Config, Macie, etc. La grosse différence, c'est vraiment le contexte que va donner de manière automatisée Wiz, et ça va simplifier énormément la sécurisation du cloud et la vie des équipes de sécurité. Donc c'est vraiment, on va identifier les mauvaises configurations, que ce soit mauvaise configuration Windows, Linux ou software, ou aussi mauvaise configuration des services cloud. On va identifier les vulnérabilités, les malwares, les données sensibles, les secrets, l'exposition à Internet, les permissions, les problèmes avec les permissions, les mouvements latéraux, les risques liés à l'intelligence artificielle, à l'usage de services d'intelligence artificielle sur le cloud, etc., etc. Et puis on va créer ces vecteurs d'attaque où on va dire voilà quelque chose qui est connecté à Internet peut-être, qui en plus a une vulnérabilité, qui en plus peut-être a un secret, en plus le security group est mal configuré, en plus on a un rôle qui est associé à la ressource, qui a peut-être un accès excessif, en plus peut-être le rôle donne accès à la donnée, et en plus cette donnée contient des données sensibles. Donc tout ce chemin-là, ces vecteurs d'attaque, on les ressort pour le client pour dire ok, laissez tomber cette même vulnérabilité qui existe peut-être sur des milliers d'autres de vos ressources. Par contre, sur ce vecteur d'attaque, s'il vous plaît, corrigez-la parce que c'est vraiment quelque chose, une bombe à retardement. C'est quelque chose à corriger en priorité. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. J'ai peut-être trop pris. On est bien. Je vais faire une démo peut-être en 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour la démo. 5 minutes pour la démo. Voilà, donc voilà à quoi ressemble la console AWS.
Et puis on va voir le dashboard le plus important, c'est celui qui décrit voilà, les issues qui sont critiques, les issues qui sont high. Et puis si on regarde dessus, donc c'est ce fameux contexte. Et puis si on regarde dessus, je vais avoir par exemple une ressource qui est exposée à Internet, qui a une vulnérabilité élevée ou critique. Cette vulnérabilité a un exploit, donc l'attaquant pourra trouver l'exploit sur Internet quelque part et profiter de cette vulnérabilité de manière plus facile. En plus, cette ressource a accès à de la donnée, et en plus de cela, la donnée est sensible. Donc ces 5 éléments mis ensemble, que Wiz a fait le travail de l'intelligence pour vous, vous n'avez pas à essayer de comprendre tout ça, Wiz a fait ce travail de manière automatique, et va vous donner voilà, des... alors là, j'ai peut-être mal choisi l'exemple parce que c'est GCP, mais c'est la même chose. Voilà, va vous générer un graphe de manière automatisée qui va décrire, ok, j'ai une machine qui est exposée à Internet. Pour ça, on valide que c'est bien exposé à Internet. On a aussi un scanner externe qui scanne depuis l'extérieur, qui scanne pour différentes choses, mais qui valide que on est 100% sûr que c'est exposé à Internet. On a les vulnérabilités. Donc on peut voir ici les vulnérabilités et les informations par rapport aux vulnérabilités, le lien vers l'exploit si on l'a, et puis quoi faire pour patcher cette vulnérabilité. Et puis on a un compte de service aussi ici, donc on voit que l'équivalent d'un rôle chez AWS, donc la machine a un compte de service qui lui donne accès à une base de données, et en plus de cela, cette base de données, on a déterminé qu'elle contient des données sensibles comme des numéros de téléphone, des numéros de carte crédit, des emails. Et évidemment, les données qui vont être récupérées par Wiz et affichées sont des données anonymisées. Donc voilà, on a des contextes qui vont rassembler plusieurs choses, parfois des attaques en temps réel, parfois des problèmes d'identité, parfois des problèmes de données, etc. Et puis les règles, c'est très facile de les construire. En fait, on a comme un langage de querying qui est extrêmement simple. On va interroger dans notre base de données, on va construire des règles de manière très simple. Par exemple, machine virtuelle, et là je détermine mes machines virtuelles, que ce soit de manière graphique, soit de manière tabulaire, et puis je vais pouvoir dire, ok, machine virtuelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la sécurité, donc peut-être qu'il y a une certaine exposition à Internet, peut-être qu'il y a un OS non patché dessus, peut-être qu'il y a aussi un malware dessus, voilà. Peut-être aussi qu'il y a possibilité de faire un mouvement latéral. Donc là, je suis en train de construire la requête avec les machines qui ont des malwares, qui ont des OS non patchés. Et puis peut-être qu'il y a voilà, un mouvement latéral. Alors on utilise des termes génériques qui s'appliquent à tous les cloud providers. Donc service account, c'est en même temps AWS et AMROL, c'est en même temps Alibaba AMROL. Il n'y a pas besoin de connaître les terminologies de chaque cloud provider. On a des termes génériques qui vont s'appliquer à tous les cloud providers. Donc compte de service, qui peut-être est voilà, donner des permissions spécifiques, accès à des permissions spécifiques, ou un ensemble de permissions prédéfinies, ou accès à de la donnée. Voilà. Et puis on va retrouver, voilà, en l'occurrence un exemple, où il y a une machine qui a plusieurs malwares dessus, qui a un OS non patché, qui a exposé à Internet, qui a un compte de service associé à un AWS role, qui lui donne accès à de la donnée. C'est des buckets par-ci, et c'est aussi un bucket par là-bas, mais le bucket par là-bas, il est aussi directement connecté à Internet, comme on le disait tout à l'heure aussi, donc voilà, on le montre connecté à Internet. Et ça, c'est comme ça que nous, l'équipe de recherche, on construit nos propres règles, donc on a plus de 1000 règles qui viennent par défaut avec la solution, mais nos clients ont la possibilité de créer toutes les règles qu'ils souhaitent en plus de ça. Il y a la partie, donc la détection aussi en temps réel de tentatives d'attaque de comportements anormaux. Il y a aussi la partie framework, on va donner un schéma de comment on est par rapport au framework de recommandation CIS ou AWS, ou comment on est par rapport à des frameworks ISO 27001, GDPR, NIST, PCI-DSS, donc des frameworks de certification certifiant. On va vous donner aussi cette vue. Voilà, il y a beaucoup plus de choses, mais si jamais vous voulez en savoir plus, ben, on sera là tout à l'heure. Et puis ben, aussi, vous pourrez me contacter si vous le souhaitez plus tard aussi, si vous voulez une vraie démo d'une demi-heure sur la solution. Oui. Il y a un free tier. Alors, il y a une sorte de free tier où nous, on permet alors non, pas vraiment free tier, parce que là, je comprends, oui, free tier AWS, dans le sens AWS. Non,
Il n'y a pas vraiment de free tier, mais pour nos clients, on donne la possibilité d'avoir un POC POV qui est gratuit, en l'occurrence, voilà, qui dure quelques semaines, le temps vraiment d'analyser la solution. Voilà. Oui. Une remarque et une question. Une remarque, c'est sacrément balèze. La question, c'est accessible à tout le monde pour pouvoir n'importe quelle entreprise. Là, demain, dans ma boîte, ils veulent l'utiliser, ils peuvent l'utiliser directement as a service, ou est-ce qu'il faut contacter l'équipe sales? Il faut qu'il nous contacte. Okay. Il faut qu'il nous contacte. Par contre, l'intégration est extrêmement facile. D'accord. Parce que tout ce que je vous ai montré, ça se fait sans agent. On a besoin d'un compte de service. Donc on détecte les vulnérabilités, les malwares, les secrets, les mauvaises configurations sans agent. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà, on a besoin d'un compte de service qui a essentiellement des permissions en lecture sur votre environnement. Ça se déploie avec un Terraform en CloudFormation en 5 minutes. Et vraiment, donc, on associe Wiz et qu'on commence à scanner tout votre environnement. Potentiellement, on commence à le faire en quelques minutes. Et si on se connecte au niveau de l'organisation AWS, voilà, on n'a plus qu'à faire ça qu'une seule fois. Et ça y est, c'est fait. Et Wiz scanne de manière continue votre environnement. Et oui, il faut se mettre en contact avec nous. Et puis voilà. Mais derrière, c'est très facile à mettre en place. Un rendez-vous suffit pour avoir un trial. Merci. Voilà. Fait duplication. Alors, à mon tour, donc, moi je vais vous présenter une solution assez simple qui va vous permettre de vous faire des notifications d'alerte qui vont reposer sur les logs CloudTrail. Pour commencer, qui ne sait pas ce que c'est que CloudTrail? Quelques-uns. Donc CloudTrail, c'est un service AWS qui est là, qui va enregistrer toutes les actions que vous faites avec votre compte et qui va du coup générer des logs. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir assez facilement mettre en place une petite ressource pour se faire son propre système d'alerting. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur les nouveaux, donc Mohamed. Je sais, c'est gros. Donc je suis solution architect à mon compte. Je suis aussi l'un des organisateurs de ce user group. Donc pour les anciens, vous avez l'habitude de me voir. Alors, d'abord présenter un peu la solution, après on va revenir sur les différentes étapes de comment mettre ça en place. Donc là, une overview de la solution. Globalement, on va activer CloudTrail sur tous les comptes. Là, je suis dans le cadre d'une organisation, mais ça marche aussi avec un compte tout seul. Donc on va avoir tout CloudTrail qui est activé et qui va envoyer tous les logs dans un bucket S3 centralisé. Et ensuite, périodiquement, on va avoir une lambda qui va faire des requêtes dessus et puis nous envoyer des alertes. Alors, d'abord, je disais, donc, au niveau de la collecte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc au niveau de ce qu'on appelle notre compte master ou root de notre organisation, on va activer CloudTrail en lui demandant « active-toi partout » et envoie dans un bucket S3 bien précis. Donc là, on a mis dans bonne pratique, c'est de mettre dans un compte spécifique, donc notre compte de sécurité. Lors de la configuration de CloudTrail, donc on crée ce qu'on appelle un trail, on lui dit applique-toi sur toute l'organisation et sur toutes les régions, parce qu'on pourrait aussi dire pas faire sur toutes les régions, mais bon, quoi bon. On fait sur toutes, on donne le bucket S3, il y a un moment et on peut activer ou pas, bon, par défaut il y a une validation des log files, ça génère quelques fichiers en plus. Une de mes recommandations, c'est que généralement je n'active pas, donc il permet d'activer le chiffrement
via KMS des logs. Ce que je fais plutôt, c'est que sur le bucket S3, lui de base, j'active le chiffrement au niveau serveur, au niveau du bucket S3. Parce que si je vais sur le KMS, déjà faut que je gère ma KMS, faut que je mette des bonnes policies pour que ce soit toute l'organisation qui puisse y accéder, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec la présentation précédente, que ça peut être un gros trou de sécurité en plus d'un casse-tête de management. C'est gratuit, non, le chiffrement S3 Le chiffrement S3 est gratuit, alors que KMS, vous pouvez avoir des coûts justement de répéter, de demande d'accès. Bon, il y a des mécanismes qui ont été mis en place dans S3, en fait ils créent une clé entre guillemets temporaire pour avoir à appeler le service KMS, mais bref, je ne recommande pas, je recommande activer le chiffrement S3 de base, ça marchera très bien, ce sera gratuit. Quand vous configurez votre règle, vous pouvez lui dire ce que vous voulez en fait, quel type d'événement vous pouvez, il doit loguer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'abord ce qui s'appelle API Activity, donc ce qui est vraiment voilà truc de base, genre je lance une machine, je me connecte, je lis une donnée dans une table Dynamo, enfin tout ce qui passe en fait. Mais on peut rajouter encore aussi ce qu'on appelle des data events. Donc, par exemple, sur un bucket S3, il peut y avoir une action de juste je lis un objet sur un bucket S3, get object ou put object. Le problème avec ce genre de log, selon votre workload, vous pourrez avoir par exemple énormément de logs qui vont être générés. Et qui dit énormément de logs dit ça va plus de stockage, plus de coûts, etc. Et est-ce qu'on a vraiment besoin exactement de le faire? Surtout, c'est dans les cas où vous avez des workloads, typiquement, quand on parle beaucoup de data analytics, où il y a beaucoup de lectures sur les buckets S3, parce que généralement le S3 c'est le data lake dans lequel on va lire et réécrire les données. Donc là vous aurez beaucoup d'écriture et ça va vous générer une quantité monstre de logs. Donc généralement on ne le fait pas, mais voilà, plus important de base, API Activity. Sur notre bucket S3, la manière dont les fichiers vont être activés, petit problème technique évidemment. Voilà, donc sur le bucket S3, les fichiers vont être regroupés dans des dossiers. Donc la clé, j'essaie de mettre des couleurs pour que ce soit à peu près visible. Donc on a le bucket. D'abord, ça va être dans un dossier AWS Logs. Généralement, à chaque fois que vous activez les logs sur n'importe quel service sur AWS, vous donnez un bucket, ça va dans le dossier AWS Logs. Là, dans le cas, donc, je vais parler juste sur l'organisation, on a l'organisation ID, ensuite le compte, le service. Donc c'est un pattern qu'on retrouve globalement toujours pareil sur service AWS. Après la région et enfin la date. Sur votre bucket S3, il va falloir mettre ce qu'on appelle une ressource policy pour lui dire d'accepter entre guillemets que le service CloudTrail pousse des fichiers et en plus qu'il en prenne, que le bucket S3 va en prendre l'ownership. Donc pour ça, tout est dans la doc. C'est un des trucs où c'est super, c'est cool, c'est que la doc est vraiment bien faite. Vous pouvez la chercher. Donc si vous mettez S3 Bucket Policy for CloudTrail, vous tombez sur cette superbe page avec le premier exemple là où c'est juste une histoire vous activez CloudTrail vraiment dans un seul compte. Et si vous descendez, vous allez avoir celle quand vous êtes dans une organisation. Elle est un peu plus longue, parce qu'il y a un peu plus de chemin, mais voilà, globalement, de toute façon, quand vous lancez des logs dans S3, vous allez dans la doc du service, il vous donne la policy qu'il faut. C'est, on va dire, un des points forts d'AWS, c'est qu'en termes de documentation, ce truc-là, c'est plutôt bien fait. Donc là, on l'a activé, ça se passe bien. On va passer maintenant à l'analyse. Donc comme je vous ai un peu dit tout à l'heure, sur l'analyse, en fait je vais avoir une lambda qui ne sait pas ce que c'est qu'une lambda. Donc lambda c'est un service qu'on appelle function as a service, donc où je vais juste déployer un petit bout de code qui va tourner ensuite dans un conteneur et qui va se lancer à la demande très rapide. Donc là via ce qu'on appelle une event rules qu'on va
qu'on va configurer selon notre besoin, que ça peut être toutes les heures, tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, selon ce que vous voulez analyser, votre use case. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc on va lancer cette lambda. La lambda va faire appel au service Athena. Athena, c'est le service de query sur des fichiers S3. Vous créez une table avec, où vous allez définir les champs que vous allez retrouver dans vos fichiers, et en fait vous allez pouvoir requêter ces fichiers comme du SQL. C'est super. Et donc ça va requêter directement les fichiers S3. Donc je vous montre un peu un exemple d'une table. Là aussi, vous tapez sur internet S3 CloudTrail Athena, vous aurez dans la doc un exemple. Donc là, j'ai pas mis en entier parce que j'ai pas mis les champs parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas trop truc. Donc juste une chose, c'est que ce qui est très important avec Athena, c'est qu'on a la possibilité de partitionner nos tables. C'est-à-dire que quand on va requêter on va faire une requête. Là, dans le cas-là, on a une partition qui est le compte, la région et bon, je l'ai appelé timestamp, mais la date du jour, pour n'aller lire que les fichiers de cette partition. Parce qu'Athena a un modèle de pricing qui fait que vous allez être, le prix, ça va être par rapport à la quantité de data analysée. Donc, le fait d'utiliser les partitions et de bien faire vos requêtes, ça va vous coûter moins cher et ça va être plus rapide parce que forcément il y a moins de data à lire. Donc dans cet exemple, donc on a ce qu'on a appelé des projections, des partitions, des projections, parce qu'en fait il y a deux types de partitions dans Athena. Soit vous dites juste voilà c'est partitionné. Par contre à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier, vous devez faire une commande pour qu'il aille lire les nouvelles partitions, pour qu'il les charge dans sa metadata. Vous pouvez dire voilà un peu ce que je peux avoir dans chaque champ. Donc lui derrière il va se faire une liste des valeurs possibles. Donc soit il va prendre des trucs comme là pour la région c'est un enum où j'ai mis la liste des régions. C'est assez stable donc généralement ça bouge pas trop. Après on va avoir le format de date. Ça, c'est une chose que ce format de date, je crois que sur ce format-là, donc qui représente en fait sur 3 niveaux de dossier, je crois que sur les partitions classiques, on ne peut pas l'avoir. Vous allez avoir vraiment année, mois et jour. Alors qu'avec ce type, on va pouvoir écrire dans nos requêtes vraiment la date de manière naturelle. Et puis, il y a les numéros de compte. Comme je vous disais tout à l'heure, sur rappeler, même là, on voit en fait dans le chemin, on a le compte. Un downside là, c'est que le compte, en fait, bon, c'est un string, mais on peut pas lui dire, voilà, c'est juste un string, et puis de 13 caractères, de 12 caractères aujourd'hui, je crois. Bref, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de possibilités, ça marche pas. On est obligé de passer par un enum. Mais si vous essayez, je vous dis, ça marche pas, j'ai essayé, même contacter le support, il faut passer par un enum. Mais pour ça, je vous donnerai un petit bonus à la fin. Alors des exemples de requêtes qu'on peut faire. Là c'est, je regarde est-ce que dans la dernière heure j'ai quelqu'un qui s'est connecté avec un rôle spécifique, ou même le compte route. Parce que pour rappel c'est AWS, on a le compte route, donc celui qui a créé le compte ou c'est un mail et que la bonne pratique c'est de ne pas l'utiliser parce que lui il a les droits de super admin, parce que lui il peut supprimer le compte carrément. Là où un utilisateur administrateur, bon, pourra lancer plein de choses, mais il ne pourra pas le supprimer en soi. Mais le compte root, pardon, peut supprimer le compte. Et puis là, c'était donc le cas en fait pour un client où on passe par du SSO, on a plusieurs rôles, et en fait, comme on a essayé un peu de faire un peu de list privilege, c'est un moment où on a des rôles opérateurs, et si vraiment voilà, il y a une nouvelle opération et que la personne elle n'a pas la permission, on lui permet de basculer sur un compte, sur un rôle d'urgence, mais on veut le savoir en fait. Prenez ça. Et puis, comme c'est du SQL, il y a pas mal de fonctions pour gérer les dates. Donc là, j'ai fait en sorte de pouvoir avoir récupérer le timestamp de la dernière heure. Bon, avec un truc. Autre chose que vous pourriez avoir envie de surveiller, c'est est-ce que quelqu'un a supprimé une ressource. Typiquement aujourd'hui,
là, tous les jours, pour un client, j'ai ce genre de requête qui passe. Et si quelqu'un a fait une modification sur une transit gateway, par exemple, parce que c'est quand même le truc un peu critique dans un réseau, et ben on a un beau petit mail qui dit telle personne, elle a fait telle action. Et qui permet après d'aller dire pourquoi, qu'est-ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as fait. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de code pour la lambda. C'est là où vous pouvez sortir vos téléphones, parce que je l'ai mis sur GitHub. J'ai fait un partage un peu public. Donc, si vous voulez sortir, je sais pas. Jean. Après, il y a l'URL qui est là. Pour ceux qui sont sur la vidéo, pour la récupérer. Dites-moi quand c'est bon. Ça a l'air. Alors. Ah oui, c'est du Python. Parce que le Python, je trouve que pour gérer, faire du scripting AWS, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Parce que c'est super simple. Et le SDK, le Boto 3, c'est vraiment un bijou. Et en termes de doc aussi, c'est un des trucs qui est le mieux documenté, quoi. Il y a la CLI et il y a Boto 3. Donc, dans ce repo, vous allez trouver CloudTrail Alert, dans lequel il y a ce petit coup. Donc là, c'est un exemple où je regarde justement si quelqu'un a fait un delete de ressources. Il y a deux fichiers dans ce truc-là. Le premier, vous verrez, c'est Athena from S3, donc c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Internet. Il faudra que je mette l'auteur, j'essaye de retrouver ça. Globalement, il faut savoir que quand vous faites une requête Athena, les résultats, il va les stocker sur un bucket S3. De toute façon, quand vous le configurez, vous devez lui dire mettre via un bucket S3 de result. Et ce que fait juste ce petit bout de code, c'est que je lui donne la requête, le bucket S3, etc. Et lui, il va lancer la requête, enfin il va faire un start execution, je me rappelle exactement l'action. Il va attendre que la requête se finisse, et quand elle est terminée, il va lire le fichier de résultat, il va me le renvoyer, et je récupère un objet JSON, Python, que je peux lire. Donc là, je vais rentrer dans mon code. Est-ce que vous voyez un peu le noir? Je ne sais pas comment faire pour mettre en blanc. Désolé, c'est pas mon ordi. Donc, là que je voyais, donc c'est cet exemple-là où j'ai en paramètre, donc je donne la région, la database, le bucket. Donc là, ici, il est en paramètre, en variable d'environnement, parce que c'est un truc évidemment. Bon, c'est une lambda. J'ai ma query, qui est là que j'écris. En plus, un des avantages de passer par du code, c'est, tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple pour une date d'utiliser une fonction préexistante SQL, mais là, j'utilise du Python, quoi. Donc des fois, c'est beaucoup plus simple de créer vos trucs plutôt que d'essayer de se casser la tête avec... de jouer avec les fonctionnalités. Donc je récupère, donc je lance, et à la fin, j'ai un objet la data, et s'il est différent de none, normalement false, alors après je vais envoyer l'email, faire mes notifications. Ça, c'est pas pour tout de suite, ça va venir après. Voilà, notification, comme je vous dis. Là, je vous montre un exemple où j'envoie un email via le service de mail d'AWS, Simple Email Service, SES, et un exemple de notification Slack si vous devez mettre ça dans vos entreprises, par exemple. On va repasser en mode présentation. Voilà, alors, d'abord pour SES. Alors, une chose, quand vous configurez SES, c'est que par défaut, vous êtes en mode sandbox dans votre SES. C'est-à-dire que vous êtes limité en nombre de mails que vous pouvez envoyer par jour et par seconde. Donc en fait, c'est aussi un peu il faut savoir que maintenant, il y a énormément plus d'entreprises qui utilisent finalement SES, et dans les mails, il y a une histoire de réputation. Donc AWS ne veut pas que d'un seul coup, vous fassiez de l'envoi massif d'emails et que vous pourrissiez, entre guillemets, le service, la réputation du service. Et puis même d'un point de vue, on va dire, même éthique, voilà, ceux qui envoient des mails faire du phishing, c'est pas ouf. Donc, pour l'utiliser, quand vous êtes en mode sandbox, vous allez généralement vérifier une identité. Donc ça va être soit un mail, donc ça va être le mail de l'envoyeur, où vous allez recevoir un mail, vous cliquez dessus pour dire ok, j'active.
après il va dire ok c'est bon, tu peux envoyer tes mails avec partir de ça. Soit généralement ce qu'on fait quand on est en entreprise, on vérifie notre domaine d'envoi. Et là, par exemple, moi mon société c'est MK Solutions, donc c'est mksolutions.fr, j'ai vérifié mksolutions.fr, donc je peux envoyer un mail via SES avec n'importe quel mail, le mien, no reply, etc., etc. Ça peut être un truc qui n'existe pas, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, il faudra aussi penser à configurer ce qu'on appelle les records SPF et le démarque sur votre domaine pour ne pas vous faire pour vous faire rejeter vos emails par les services de messagerie ou envoyer directement dans les courriers indésirables. Donc voilà, et une fois que vous avez au moins le Verified Identities, au moins en domaine, là vous pouvez passer en production mode où là vous allez pouvoir être, je dirais pas, vous avez des limites, mais bon, ce sera beaucoup plus élevé, vous serez tranquille. Donc, pour envoyer des mails sur SES, donc là, pareil, ça se fait avec la CLI, avec le SDK, vous avez deux types de mails. Il y a les templated email et les emails simples. Donc, le templated, c'est un exemple où vous créez un template, je ne sais plus quel est le nom du langage ou du format, etc. Là aussi, encore, je vous invite à regarder dans la doc. Où globalement, donc vous devez donner un template pour le sujet, la version HTML du mail et la version texte. Pareil que ce sera en mail. Et où là, l'intérêt, c'est qu'en fait, quand vous faites l'appel, vous fournissez un objet avec des champs, avec vos variables en fait. Comme là, dans cet exemple-là, mettons que dans mon objet, ça va commencer par account name, et à l'intérieur, je vais avoir une date et il y a cette notion de for each, où j'ai un tableau d'events, qui est là, c'est juste des times. Mais ça peut être encore des objets, etc. Donc voilà, c'est du templating. Et donc des solutions où vous le faites directement dans votre code, comme je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est notre email. Donc là où je prépare, plutôt là. Là, je prépare mon code, donc j'ai une version pour HTML, pour le TXT. Là, je fais ma loop j'itère sur mes données, où je demandais l'event time, le user, le count ID, la région, l'event source et l'event name. Sachant que l'event source, c'est le service, et l'event name, c'est vraiment l'action que vous avez faite. Et pareil, je construis. Et puis, en fait, là, j'ai vraiment l'appel Photo 3 au service, où je lui donne source, le sender, vous envoyez. Récipient, donc ça va être vos destinations, donc ça peut être mailing list, enfin ça va être des mails. Hein. Et puis ensuite, le contenu du message, où là vous donnez dans le body, le HTML ou la version texte. Bon, la version texte aujourd'hui, c'est vraiment pour ceux qui ont des vieux systèmes de messagerie qui supportent pas le HTML. C'est rare, ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu, mais bon. On sait jamais. Autant bien faire les choses. Et puis, alors une fois que les mails c'est fait, il y a la partie Slack. Donc je ne sais pas si vous avez des administrateurs de Slack là-dedans, mais si à un moment vous avez un Slack et que vous êtes administrateur, je préfère le mettre parce que c'est pas facile à trouver en fait. Donc dans Slack, vous pouvez rajouter des applications, des bots, etc. Donc ça c'est un exemple. Quand vous allez généralement, ce qui est un peu bizarre dans Slack, c'est que quand vous voulez rajouter une application, vous allez dans l'interface d'administration de Slack. Mais par contre, pour gérer cette partie API, enfin cette partie webhook, il faut aller sur une autre URL qui s'appelle api.slack.com /apps, où là vous allez avoir vos applications. Donc là, c'est l'exemple pour ceux qui sont déjà sur le Slack des user groups, où vous reconnaissez le newsbot, qui tous les jours, enfin même toutes les heures, regarde s'il n'y a pas de nouvelles news sur AWS et les déverse sur le channel AWS News. Donc du coup, un exemple, une raison pour vous de venir sur ce Slack-là. Donc vous sélectionnez l'application, vous devez créer ce qu'on appelle une incoming webhook. Et là, ça va vous amener dans notre formulaire. Vous créez votre petite URL webhook que vous allez associer à un channel dans lequel il va envoyer les informations. Et puis pareil, après, côté code, c'est aussi simple. Là aussi, vous devriez trouver facilement des exemples sur AWS, mais bon, sur Internet. Mais là, voilà mon petit exemple où en fait je prépare mon texte.
Donc là, j'ai fait vraiment brut de décoffrage, où je vais juste sauter des lignes. Ah non, parce que là, en fait, j'envoie un message à chaque événement. Là où tout à l'heure, avec mon mail, je fais un beau tableau. Là, j'envoie chaque événement. Et puis, en fait, je fais juste une requête post vers ma webhook URL, où je lui envoie ce body-là, où je remets le channel et le texte que je veux. Je lui mets ce petit header là. Et voilà, ça va envoyer aussi facilement sur... Voilà, juste quelques petites étapes. Je pense que le plus difficile que j'ai eu, c'est trouver exactement où aller dans API SEC pour pouvoir configurer mon truc, quoi. Et donc, eh ben, on va arriver vers la fin. Donc vous avez vu, rien de très compliqué. Vous avez le code, vous allez pouvoir le mettre, le faire par rapport à votre entreprise. Moi perso, pour mes clients, j'ai au moins 4-5 exemples comme ça de choses qui tournent soit toutes les heures, soit tous les jours, pour regarder ce qui s'est passé la veille, en regardant, voilà, pour vraiment avoir ce côté vraiment alerting voilà, qu'est-ce qui s'est passé, surtout sur des trucs quand vous avez des éléments un peu critiques que vous voulez surveiller. Parce que la bonne recommandation, je dirais que tout doit être fait en infra as code, mais il y en a toujours qui vont le faire manuellement. Et c'est là avec, voilà, en regardant quel est le type d'utilisateur, que vous savez que c'est quelqu'un qui l'a fait manuellement dans la console ou API, qui n'a pas passé par l'infra as code. Donc c'est une solution relativement simple, hein, rien de bien compliqué, et peut coûter, je dirais même, quasiment gratuit, puisque bon, ce que vous coûtez, ça va être le stockage S3 de vos CloudTrail, mais bon, j'ai envie de dire, Dans tous les cas, voilà, la bonne pratique, de toute façon, vous avez un compte, vous activez les logs CloudTrail, hein, vous ne cherchez pas, et vous le mettez dans un autre compte pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Par rapport au coût, Athena, vu en fait, ça va beaucoup dépendre de toute façon de votre quantité de data que vous avez, évidemment. Petit exemple, sur une organisation à peu près une centaine de comptes, je crois qu'on fait à peu près, on génère à peu près 15 gigas par jour. Mais voilà, mais c'est au fur et à mesure de l'année. Mais bon, après, si vous avez un ou deux petits comptes, c'est rien du tout, ça sera quelques mégas. Mais ça reste, le coût est négligeable. Je crois qu'on a été, ce truc-là, je sais plus, peut-être $2 par jour. Enfin, voilà. Après, comme je disais, pour un truc d'une centaine de comptes, autant vous dire que ça représente rien du tout. Et sur le coup lambda, vous avez un free tier de lambda qui couvre amplement tout ce que vous allez faire, parce que là, en fait, le temps d'exécution, c'est quelques secondes, c'est rien du tout. Ce qui fait que le temps d'exécution va être de plus en plus long. En fait, ça va être sur la quantité de logs que vous allez interroger. Mais ça reste quelques secondes. C'est vraiment minime. Au cas où quelqu'un des choses pose la question, qui a entendu parler, il y a des services qui s'appellent Security Lake et CloudTrail Lake. Eux, je les ai assez vite enlevés du schéma, parce que pour moi, Security Lake, c'est vraiment un service déjà où on peut mettre beaucoup plus que. C'est pas que pour du CloudTrail, mais pour moi, ça va être vraiment un service où qui va permettre de normaliser des logs dans le format OCSF, qui est un format un standard dans la sécurité qui peut être après utilisé par d'autres outils spécifiques de CIEM. Et puis CloudTrail Lake, en fait, c'est juste une surcouche à S3 et Athena que vous avez dans la console, mais qui est uniquement qui est monocompte, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bref, de toute façon, il aurait quand même fallu que je fasse quand même tout ce qui est la partie lambda qui va faire une requête, etc. Donc, autant utiliser les services directement, c'est pas bien compliqué, tout est documenté, c'est très simple, et l'effort est vraiment minime. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Qu'est-ce que tu utilises pour déployer tout ça? Alors ça dépend. Des fois. Ça dépend du client. Okay. Parce que j'ai autant du client ou même moi, ça va être avec ces frameworks serverless, autant du CDK Python, autant du Terraform. Donc voilà, moi je vous ai filé le code, après vous le mettez dans votre dans votre infra as code favorite. Oui. En
termes de requêtes Athena que vous utilisez souvent là, chez ton client, c'est quoi ce que vous faites principalement là? Tu as parlé des suppressions, mais il y a quoi d'autre comme règle de sécurité que vous utilisez? Ben, c'est le côté, ce que j'avais marqué tout à l'heure, le login par le root. Ça, on n'en veut pas, parce que c'est pas normal. Surtout dans une organisation, une fois que tu as créé ton compte, t'as plus besoin d'aller sur le... Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, tu devais te connecter sur le compte pour aller modifier tes contacts. Mais ça, maintenant, tu peux le gérer depuis l'organisation. Maintenant, on peut même gérer aussi maintenant les informations de taxes payants au niveau du billing, donc plus besoin non plus de se connecter en route. Donc normalement, le route, et puis même si tu as dû au début te connecter dessus, il n'y a aucune raison que tu te reconnectes avec le compte route. Donc c'est un événement de sécurité en fait, vraiment. Ça doit être vraiment exceptionnel, c'est peut-être parce qu'on va supprimer un compte. Et il y a toutes ces... voilà, la recherche globale de est-ce que quelqu'un supprime un truc. Là aujourd'hui encore, c'est est-ce que quelqu'un a créé une route, supprimé une route sur ma Transit Gateway. J'en avais un autre, mais je ne me rappelle plus. Mais bon, voilà, ça peut être vraiment si vous avez une ressource critique et que personne n'est censé y toucher à cette ressource, voilà, c'est une raison de mettre un vertige. Exactement. Exactement. Et du coup, la fréquence de lancement des requêtes Ça dépend de toi. Regarde, moi, j'ai autant l'exemple de, on veut savoir tout ce qui est très critique, l'avoir dans l'heure, et puis il y a des choses qui peuvent attendre que je l'ai une fois par jour. Ça dépend de la criticité, le process que veut mettre le client là-dedans. Par exemple, pour détecter un accès route, c'est lancé chaque... Toutes les heures. Toutes les heures. Et du coup, toutes les heures, tu rescannes Je scanne les logs du jour. que les logs du jour. Ouais, c'est pour ça que je regarde au fur et à mesure de la journée, la requête est de plus en plus longue parce qu'il y a de plus en plus de données. Il n'y a pas de rotation des logs C'est-à-dire dans ton bucket. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire par rotation? Mais en fait, parce que Il y a une rotation, mais il n'a pas le moyen de deviner les sous-dossiers. En fait, ça part dans la journée, en fait. Mon dossier, c'est le plus petit, c'est le jour. Ah, il n'y a pas un dossier plus petit? Non, j'ai pas un dossier plus petit. Parce que ça dépend aussi de la quantité. Si tu as beaucoup plus de CloudTrail, normalement, il te crée d'autres sous-dossiers avec le même jour. Non, mais là, c'est vraiment... Ça reste sur le jour, en fait. Après, vu le coût, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Mais en fait, quand tu as beaucoup de logs, dans l'exemple de CloudTrail, tu n'en auras pas énormément. En fait, tu fais toi-même ta rotation de logs. En fait, tu supprimes les plus anciens. Mais pourquoi supprimer? Si tu veux scanner moins de données. Non, mais attends, les logs CloudTrail, tu les supprimes pas comme ça. Non, je ne parle pas de CloudTrail. Parce que si ce qu'il y a vraiment quelque chose à garder, c'est les logs. Ok, autant sur les logs CloudTrail, tu vas mettre une lifecycle policy pour passer en IA pour que ce soit moins, pour que ça coûte moins, et ensuite tu les envoies dans Glacier. Alors, chose à savoir pour ceux qui utilisent les lifecycle, justement, particulièrement sur les CloudTrail logs, c'est que les lifecycle, elles ne s'appliquent que sur des objets, donc un fichier d'une certaine taille minimale, qui est 128 kilooctets. Et il n'est pas rare d'avoir des logs CloudTrail qui soient en dessous de ça. Donc, j'ai vu ça en faisant une analyse de coûts, en regardant mes logs CloudTrail. J'ai dit, tiens, mais dans S3, la fonction S3 Lens, où vous pouvez voir cette répartition de nombre de fichiers, la quantité de stockage que ça prend selon les classes de stockage. Et je trouvais bizarre que sur CloudTrail, en fait, ça diminue pas. Et en fait, c'est à cause de ça. Bon, après, ça reste une donnée précieuse que on peut toujours faire du clean derrière. Oui. Moi, j'ai une remarque par rapport à ce que disait vous dire sur la détection d'accès route. Oui. En complément de la solution GitHub, si on a besoin de faire du dire real-time, on peut utiliser EventBridge. Oui, tu peux utiliser EventBridge, mais le truc c'est que EventBridge, voilà, tu vas l'utiliser pour des trucs précis. Moi là, je couvre 100% du scope. En fait, tu vois, c'est la solution simple et qui couvre le plus possible. Parce qu'il y a toujours moyen de faire
Oui, différemment. il y a toujours plusieurs façons de Mais faire. tu vas faire un truc précis avec un service, plus un autre, plus un autre. Vous dire avec un ticket, enfin, le fait de le faire que toutes les heures, ce genre de truc. Mais bon, si tu veux être vraiment real time, tu utilises effectivement EventBridge pour être en mode real time. Là, tu te donnes 1 heure, après je peux faire un toutes les 30. Mais bon, voilà. Ça fait 23 heures. Question. Bon, et ben merci à tous. Et puis, donc vous retrouverez normalement dans peut-être semaine prochaine la vidéo sur notre chaîne YouTube. On va relancer un petit peu. Et si l'enregistrement a bien fonctionné, on verra. Merci bien. Alors, normalement...